Ah, il est gros, il est très gros, il est très gros. Oui, il est long, hein. Là, c'est pas de l'œuf, c'est une prise en direct. Par rapport au On ne pouvait pas tirer mieux, et c'est un très très gros poisson. Regarde les bulles. C'est lui qui vide sa vessie d'un tatouage. Regarde-le arriver. Il est immense. Tu le vois? Oh là là, comment faut. Ah, c'est une belle prise, hein. Ah oui, c'est sûr. Prévu cette année complètement libre. Alors tu vois, maintenant, le plus dur, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est un très gros poisson, une belle taille. Ça y est, il arrête là. Oh putain, qu'il est grand. Oh, qu'il est grand. Attends. Oh oui, il les fait. Oui, il les prend comme ça avec un gant, lui, normalement. Aujourd'hui, 5 à 6 millions de Français forment une armée pacifique qui, dès l'ouverture, se précipite armes à la main sur le bord de nos rivières. Avec Aurélien et Clément, nous allons partir à la rencontre de quelques-uns de ces Français et de leurs rivières. Pour l'heure, nous sommes dans le département de la Saône-et-Loire, sur la Seille, tout près de Cuisery, mais nous voyagerons aussi, puisque nous irons sur les rives du lac Titicaca et en Guyane française sur la rivière Comté. Ah, dites donc, Aurélien et Clément, ce reportage m'a mis l'eau à la bouche. Ah oui. Du silure, il y en a dans la Seille? Ah oui. Vous me le présentez? D'accord. Allez. Ça y est? Oh, bah, bonne pêche. Merci. Vous êtes né sur le bord d'une rivière? Oui. La La Seille. Eh oui. Mais tous les Français sont nés sur le bord d'une rivière. Ou sur la rive gauche, ou sur la rive droite, vers un fleuve, vers une rivière, donc, ou vers un ruisseau. Et ça vient du fait que les premiers groupes humains se sont toujours installés près d'une rivière, parce que là, il y a de l'eau et de l'eau douce, de l'eau liquide, indispensable à la vie, et de l'eau réservoir de vie, de poissons. C'est ce qui fait probablement que nos ancêtres, depuis la nuit des temps, sont pêcheurs. Mais comment pêchaient-ils, justement? Avec des lances, des harpons, des pierres et à la main. Et avec des nasses et des filets. Oui, et ben aujourd'hui, tous ces procédés de pêche existent encore sur les rivières du monde. Aurélien, Clément, ça évoque quoi pour vous la rivière? Les vacances. La liberté. Alors moi, ça évoque aussi quelque chose, mais c'est moins poétique. Ça évoque un drain. Les précipitations qui s'abattent sur le continent sont évacuées vers la mer par les rivières. D'accord? Alors comme l'eau dissout quasiment tout, eh bien, elle embarque avec elle en chemin tout ce qui ruisselle. Alors ça peut être des produits chimiques, hein, ça peut être par exemple des défoliants, etc., des pesticides, mais ça peut être aussi de la roche ou de la terre, des limons. Et alors ça, c'est très important, parce que ça va donner une couleur à l'eau, ça va aussi nourrir les plantes qui sont sous la surface de l'eau. Mais ça évoque aussi pour moi une rivière, un fleuve, un grand fleuve, le Nil. Et c'est pas Eric qui va me contredire, la Seille a un comportement quand même étrange. Peut-être, comportement de fleuve, là pour l'instant elle est paisible, mais alors en hiver, quand il y a les crues, quand il y a la fonte des neiges, elle prend 3-4 mètres en plus. Et là c'est un torrent qui charrie tout ce qui traîne sur les berges pendant tout l'été, les troncs d'arbres, la terre, ça dépose du limon de partout. Et quand elle se retire, on s'aperçoit que tous les chemins, c'est plus praticable. Les routes, toutes les petites routes qui sont en bordure de rivière, il y a 5 cm de limon dessus. Et il faut des pluies pour tout laver. Puis l'avantage que ça a, c'est que ça dépose aussi certainement des limons dans les prairies. Et ce qui fait qu'on a des prairies qui sont belles, qui sont vertes. Ensuite, dans les petits alluvions de la rivière, peut-être que ça dépose des poissons qui là, ils grandissent. Et puis après, on les retrouve dans la rivière. Ce qui fait qu'on a une rivière très poissonneuse, au final. La Seille prend sa source à quel endroit? Dans le Jura. Elle est longue? Oui, elle fait 112 km. Où est-ce qu'elle se jette? Dans la Saône. À l'aval de Tournu. Elle est poissonneuse? Ah oui, très. Il y a aussi des prédateurs, dont le roi le silure. Michel, tu as déjà vu la pêche au carlet? Non. Viens, il y a André, là-bas, on va te le présenter. Ça marche. Merci Eric.
la première fois que vous le levez depuis ce matin? Oui, oui, je ne l'ai pas levé, j'attends. Alors on peut lever là. Hein. Allons-y. Oh là là, mais c'est grand. Ah, il y a plein de petits dedans. Regardez. Oh, bah alors, dites. Vous voulez que je tienne ça? Oui. Alors là, vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a de la bouvière, il y a de la blette, il y a une petite perche, hein. Il y a du piogardon, il y a un peu de tout. La bouvière, elle est où? C'est ça la bouvière. Ah, c'est ça la bouvière. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un mâle, ça. Oh Il a non, les yeux dorés. Quand arrive le moment de la fraie, des amours, disons, le mâle devient très beau, il devient de toutes les couleurs, il devient multicolore, il devient très brillant, très beau. Et ce qui est très drôle, c'est que la femelle, à ce moment-là, on la reconnaît bien parce qu'elle développe une espèce d'organe, enfin une espèce de tube qui s'échappe de son corps. Et ce tube, ça va lui servir à pondre ses œufs à l'intérieur des moules d'eau douce. Alors quand la moule respire, elle bâille un petit peu, il y a comment dire, un trou de respiration, et elle dépose ses œufs à l'intérieur. Et le mâle, à ce moment-là, de la bouvière, vient à l'endroit où se trouve la moule et il expulse sa semence. Et ça, précisément, au moment où la moule respire. Donc, la moule aspire la semence et ça féconde les œufs à l'intérieur de la moule. Alors du coup, les œufs évoluent là-dedans, les alevins naissent et ils sont complètement protégés des prédateurs. Mais comment vous l'appelez le carlet aussi? Il porte un autre nom? non, non, c'est le carlet simplement. J'ai entendu dire carré aussi. Oui, carré si on veut, oui, dans la région on dit le carré, là, mais son vrai nom c'est le carlet. D'accord. Il y a même un nom qui est intéressant, c'est humier. Et humier, moi ça me fait penser à humer. D'accord? Parce que quand on sort le filet, eh bien quelquefois il dégage une odeur. Il amène à la surface de l'eau l'odeur du fond de la Oui, rivière. l'odeur de la vase. C'est pas une odeur désagréable. Où ça sent le meilleur, elle est presque parfumée, c'est au printemps. Au printemps, au mois de mai, au mois de juin. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup d'herbes dans l'eau. Et ça, les herbes aquatiques sont très très importantes pour la rivière. Et elles sont finalement comme les herbes qui se trouvent sur la terre, comme les plantes qui se trouvent sur la terre. Elles consomment beaucoup de gaz carbonique, tout simplement parce qu'il y a des branches qui tombent dans l'eau, il y a des feuilles. Tout ça, ça se décompose, ça fait du CO2. Les plantes utilisent ce gaz carbonique. Avec ça, elles fabriquent de la matière vivante. Et cette matière vivante, elle sera consommée plus tard par des animaux. Mais il leur faut de l'énergie pour arriver à ce travail, pour arriver à ce résultat. C'est l'énergie solaire, c'est la photosynthèse. À ce moment-là, elles rejettent un déchet. Eh bien, ce déchet, figurez-vous que c'est l'oxygène. Et quand on regarde les plantes dans un milieu très calme comme ça, dans l'eau, dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de courant, on voit des bulles d'oxygène s'échapper des plantes et remonter vers la surface. Ça fait des chapelets. C'est très très beau à voir. Donc vous vous rendez compte que sous la surface de l'eau, il se passe tout ça. Alors Sylvie, ça marche? Bonjour Aurélien, bonjour Clément. Bonjour. Oui, ça mord un petit peu. Bonjour. Bonjour. Mais vous êtes comme dans un fauteuil ici. Exactement. Ne si bien. Qu'est-ce que vous avez comme poisson? Alors, j'ai des petits carpeaux et j'ai aussi un goujon. Ah, le voilà. Un goujon et alors plein de petits, Ce sont de des petits petits gardons. gardons. Voilà, des petits gardons. Ben voilà. Et tout ça, ce sont des poissons brouteurs en fait. Ce sont vraiment des poissons brouteurs. En fait, sous la surface de l'eau, heureusement qu'il y a les plantes, parce que c'est quand même le début de la chaîne alimentaire. Alors, il y a des plantes qui se décomposent en petits morceaux. Et ben, ces petits morceaux-là sont mangés par du zooplancton. Et le zooplancton, c'est vraiment des animaux tout petits. C'est pratiquement invisible à l'œil. Et ces animaux-là servent de nourriture à d'autres animaux. Ils sont eux aussi quasiment au départ de la chaîne alimentaire. Alors qu'est-ce qu'il y a comme animaux brouteurs aussi dans les rivières? Bon, il y a des têtards. Les têtards qui vont déshabiller les plantes, ils vont manger l'épiderme des plantes. Et puis il y a aussi un escargot, un mollusque qu'on appelle l'hymnée. Alors les limnées, c'est pareil, elles vont aussi
manger l'épiderme des plantes. Alors, Sylvie, nous, quand on mange du poisson, on est aussi des prédateurs. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand moi je repars avec du poisson, c'est pour le manger, autrement je le remets à la rivière. Sylvie, il y a une dame aussi qui pêche ailleurs dans le monde. Il y en a sûrement plus d'une. En tout cas, il y en a une qui est installée sur une des rives du lac Titicaca. Tu dis comment? Titicaca. Où il se trouve? Alors c'est un lac qui se trouve pile poil à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Et tout près de Copacabana, c'est là qu'est installée cette dame qui s'appelle Victoria Osco de Guariara. Eh bien, elle pêche un poisson redoutable. Il ne paye pas de mine comme ça, il mesure 70 cm de longueur, mais c'est un carnassier vorace à tel point qu'il met en péril tout l'équilibre du lac. Il chasse en bande. Et c'est un poisson qui a été introduit, c'est le pêcheret, il arrive d'Argentine. Le héron au long bec emmanché d'un long cou qui côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. La commère, la carpe, y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Les pêcheurs ont de la concurrence. Il y a un héron cendré sur le déversoir. C'est le plus grand de nos échassiers. Et lui aussi est un prédateur redoutable pour les poissons. Tu sais, Clément, nous aujourd'hui, on peut bien se nourrir sans la pêche. Hein. On n'est pas des professionnels. On devrait enlever les ardillons de l'hameçon, comme ça, il y en aurait moins qui meurent quand on les remet à l'eau. Ouais. Nous, on pêche pour le plaisir, hein, pas pour... on n'est pas des professionnels. Qu'est-ce qu'il y a comme pêcheurs avant de la seille? Bonjour. Bonjour. Toi. Bah dites donc, il dirait kiki celui-là. C'est quoi? Ah bah c'est un poisson-chat. Ouais. Il y en a beaucoup ici dans la seille? Ben, ici, là, il y a plusieurs années, j'en ai pas pris. Ah bon? Ah oui. Tenez les enfants, venez voir dessus là. Alors dites donc. Oh là là. Voilà. Ce sont des poissons sauteurs. Oui. Alors vous en connaissez de ces poissons? Ah oui. Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tenez là, c'est une jolie tanche. Là, c'est un carasin. Un carassin. Un carassin, oui. Carassin, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un Il se fait poisson manger chat, on par l'a les vu. silures, celui-là. Alors celui-là, le silure peut le manger donc. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Tout ce qui est là-dedans. Hein. D'accord. Ça, c'est une brème. Oui. Ouais, mais les petits silures peuvent pas manger ça quand même. Un silure de 5-6 kilos, il va vous avaler ça. Ah bon, facile. d'accord. Ah oui, Ok. même moins que ça. Oui. Alors ça déploie la mâchoire de façon considérable. Alors. Ah mais dans un silure de 60 kilos, vous enfilez votre tête, vous, dans sa gueule. Bon, Ah si, si. j'éviterai de le faire. Ah, quand même. authentique, hein. Si, aucune fois que la gueule est Ouais, ouverte, ouais. c'est vraiment grand. Hein. Et en fait, quand il chasse comme ça, c'est quand il ouvre la gueule, il crée une dépression, hop, et ça rentre dedans, quoi. Oui, Il avale mais tout il rond, aspire, oui. il aspire, hein. Ah ben, écoutez, moi j'ai vu des canards, des colverts Oui, en couple ou davantage. oui, Vous avez un gros remous oui. et d'un seul coup, il vous manque un canard. C'est pas possible. Ah si, il l'avale d'un. Si le silure est capable d'avaler sans sourciller un canard colvert, je comprends mieux pourquoi au XVIIIe siècle, on prétendait que ce poisson, surnommé d'ailleurs la baleine des eaux douces, insatiable, dévorait enfants et jeunes filles qui allaient puiser de l'eau dans le fleuve. On raconte même qu'un silure, après avoir été ouvert, eh bien, avait laissé apparaître le corps d'une femme avec une bourse d'or. Michel, je crois que j'en ai un. Qu'est-ce que c'est? Cendre, non? Ah. Donne, t'as desserré un peu le frein. Faut desserrer un petit peu le frein, là, voilà. Laisse-le fatiguer, attends un petit peu, parce que si jamais ça peut te casser. Hein. Laisse fatiguer un peu. C'est un Amène gros? doucement, retiens pour pas trop qu'il aille dans le courant, parce que c'est plein de pierres, là, dans le fond. Alors si jamais... Oh, il est peut-être pas bien gros, non? Ça n'a pas l'air pas trop gros, si? Je sais pas. Soulève un petit peu. Ah bah voilà un poisson carnassier. Un cendre. Ah oui, là, c'est un cendre. En 1938, dans un journal, La pêche indépendante, voilà ce qu'on pouvait lire. Dans l'estomac d'un cendre de 650 grammes, capturé au lac Balaton,
on a trouvé 55 ablettes. Il était même précisé qu'il fallait soigneusement éviter d'installer ce cendre dans nos rivières parce qu'il allait les transformer en désert. Depuis, le cendre, qui est originaire d'ailleurs des rivières qui se jettent dans la Baltique et dans la mer Noire, vit tranquillement dans tous nos cours d'eau et pour autant il ne met pas en péril toute la faune qui s'y trouve. Michel, comment il chasse, lui? Ah bah il prend des petits poissons, il chasse sur le fond, là en ce moment, comme il y a un petit peu de crue, il y a un petit peu d'eau, il y a du mouvement aujourd'hui, là c'est bon. Hein. Alors ils se sont approchés du barrage et puis ils chassent après les ablettes, après, comme celle que tu as mis au bout, là, c'était ça. C'est un poisson grégaire, comme la perche en fait. Hein. Tiens, tu vois. Il vit en bande. Et alors ce qui est assez curieux, c'est que ce genre de poisson dans la rivière, c'est un peu comme le loup en fait sur la terre ferme. Ils chassent en bande, ils encerclent les proies en fait, hein, les ablettes, les petits poissons. Et puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un code qui est lancé, enfin qui est utilisé, c'est probablement un code chimique. Ils se mettent tous à foncer sur les proies en même temps. Et là, ils deviennent un peu fous, comme des chiens qui rentrent dans un troupeau de brebis. Ils mordent dans tout ce qui bouge. Et puis après, ils retournent sur leur pâtre et ils mangent les animaux morts. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Rien. On espérait prendre un brochet, mais on n'a rien pris. Autrefois, on disait que le brochet était pire que le tigre et le lion, pire que le vampire et la vipère. Parce qu'au moins, ces animaux-là ne mangent pas leur progéniture, alors que le brochet dévore ses jeunes. Mais le piranha, c'est pire que le brochet. On peut presque dire que le piranha est pire que le brochet. C'est en tout cas un poisson d'eau douce. On le trouve au Brésil, mais on le trouve aussi dans un département français, la Guyane française. Un petit bout de France sous l'équateur, en Amérique du Sud, coincé entre le Brésil et le Suriname. Alors là, imaginez la situation, un climat chaud et humide, une forêt très dense, à perte de vue. C'est 10 fois grand comme la France, hein, la forêt amazonienne. Ben là, il y a un petit bout de France. À cet endroit-là, la forêt enchâsse les rivières. C'est-à-dire que les rivières coulent entre deux murs de végétation. Et dans ces rivières, il y a du piranha. Alors il y a en gros 10 espèces de piranha, on peut penser, dans cette région. Et il y a seulement quelques espèces qui peuvent être dangereuses pour les gros animaux, les gros mammifères. Alors ça se produit seulement à certaines périodes de l'année, dans certaines conditions. Les piranhas se rassemblent en groupe et là, ils deviennent voraces. Ils sont très nombreux, il y a peu de nourriture. Et à un moment donné, si jamais un mammifère tombe à l'eau, ça peut être un jaguar, mais ça peut être aussi un tapir ou un cochon sauvage, hein, un pécari, eh bien aussitôt, il y a un code qui est lancé et ce code est chimique. Et tous ensemble, ils se précipitent sur la bête et en quelques minutes, elle est dévorée. Alors évidemment, si un homme tombe à cet endroit-là, bah, il est dévoré lui aussi. Hein. Mais ça se produit à quelques moments de l'année dans des circonstances précises, surtout d'ailleurs en période d'étiage, c'est-à-dire quand la rivière a le moins d'eau. Ah, t'as pêché un monstre là? Qu'est-ce que vous avez dedans? Je regarde si vous avez pêché le plus petit des prédateurs de la rivière. Vous le connaissez? L'épinoche? Ouais, c'est l'épinoche. Ouais. Il n'y en a pas. Vous savez que l'épinoche, c'est vraiment un prédateur redoutable pour les alevins. Elle en mange des quantités énormes. Et en plus, elles sont nombreuses, les épinoches, dans la rivière. Vous savez que c'est un poisson assez extraordinaire parce que c'est le seul poisson d'eau douce qui fabrique un nid. Le mâle, quand arrive le printemps, il va chercher dans la rivière des petits débris de végétaux et il les colle dans le fond ou il les colle sur une plante aquatique. Alors il les colle avec une colle qu'il fabrique avec son nez, c'est une sécrétion nasale. Et il fait un vrai nid, hein. Ça fait un joli petit coussin comme ça, sympa. À l'intérieur de ça, il a creusé un petit trou, une entrée, comme le nid des rondelles des fenêtres.
Et puis la femelle vient s'installer dans le nid, pondre ses œufs. Et le mâle, dès lors que la femelle a pondu, s'installe devant le trou et protège le nid et ses œufs. Vous savez comment les poissons tentent de se protéger des pêcheurs et des prédateurs? Quoique, je fais le distinguo, mais un pêcheur, c'est un prédateur quand même. Vous savez comment ils font? Ils se cachent vers les herbes. Ouais, ils se calent dans les herbiers, dans les racines des arbres, le long des berges. Alors il y en a d'autres, des poissons, qui font autrement. Ils agissent comme certains poissons d'eau de mer. Ils forment des bancs serrés, compacts. Alors quand ils se baladent comme ça en banc dans la rivière, le prédateur a l'impression qu'il a affaire à un seul animal. C'est tellement compact. Alors ça le perturbe, bien sûr, ça gêne sa vision. Et il a du mal là-dedans à trouver la proie, à l'isoler pour l'attaquer. D'accord? C'est une bonne technique. Hein. Enfin, je ne pense pas que pour le silure, le gros silure, ça fonctionne parce que quand le gros silure chasse, quand il maille comme ça d'un seul coup, il crée une dépression et tout ce qui passe devant, hop, va dans le fond de la gorge. Michel, Jean-Paul, il a pris un beau silure. Il est comme ça. Ah, bah il est déjà de belle taille. Bah oui. Oui, ses parents sont beaucoup plus gros quand même. Hein. Ah, j'imagine. Ouais. Vous pouvez prendre la ficelle. Voilà. Allez, c'est ça la ficelle. Allez, hop. Ça vit combien de temps en dehors de l'eau, un silure? Oh ben, plusieurs heures, au moins ouais 2 heures, oui. Mais quant à ce qu'ils vivent, si on le remet à l'eau, après, c'est pas sûr, hein, quand même. Pas sûr. Il vit toujours, mais il risque de mourir. Hein. Si on le trouve ici dans la Seille, c'est parce que l'eau est calme, enfin il y a peu de courant, mais surtout parce qu'il y a de la profondeur par endroit. Vous l'avez pêché à quelle profondeur? 8 mètres à peu près. À 8 mètres? Oui, environ. Oui, dans le trou, là, oui. Ça fait 8 mètres, oui. On va faire une revue de détail, mais je vais me protéger le pouce parce que les dents qu'il possède sur le bord des mâchoires là, sont râpeuses. Alors je le saisis sans lui faire mal. On voit d'abord une première rangée de dents ici, sur le devant de la mâchoire, en haut et en bas. Et ces dents-là, elles sont presque pas visibles à l'œil, mais quand on passe le doigt, ça râpe. Et ça peut faire très mal. C'est pourquoi je me suis protégé le pouce. Dans le fond, on aperçoit des dents aussi, hein, qui ressemblent un petit peu à des boules écrasées. Eh bien, ces dents-là ne servent pas à broyer les proies, mais à les propulser vers l'arrière. Et on a encore, contre les branchies, des dents qui sont bien visibles aussi. Elles sont transparentes, elles sont cartilagineuses. Et ces dents-là, évidemment, elles servent aussi à tenir les proies et à les envoyer derrière. Et en fait, ce sont ces dents qui sont dangereuses pour la main du pêcheur. Regardez le beau cendre que vous avez pris. C'est vrai qu'il a changé d'aspect. Tous les poissons pêchés ne finissent pas en gelée. Regarde, Ils c'est sont même Michel. relâchés par les pêcheurs qui, après cet instant d'émotion, ce sport, les relâchent tout simplement, les font partir tranquillement dans l'eau. Celui-ci a fait un petit chemin puisqu'il est venu jusque dans cet aquarium. C'est un peu votre bébé. C'est mon bébé, oui. Alors d'où est-ce que vient ce silure? Ce silure a été pris dans le Rhône, en aval du Pont Pasteur. En pleine ville? En pleine ville, oui. Il a été pris par mon fils et moi-même, un samedi du mois de septembre. On était en pêche au Clonc, vert et encorné comme appât, et on a été étonnamment surpris d'avoir déjà eu la touche d'un poisson de cette taille, et surtout ici, dans ces eaux, puisque l'espérance de silure d'ici était de 2,10 m, les plus gros qui avaient été pris, dont un spécimen de 2,18 m, donc on pensait que le niveau était 2,20 m, on espérait, et puis là, on prend 2,27 m dans le Rhône, à Lyon, c'est fou, quoi. En fin de compte, quand on regarde un silure comme celui-ci, ou un poisson de belle taille, ou même un poisson de petite taille, on sait qu'il y a 2 solutions pour lui. Ou il finit sur une table de salle à manger ou de cuisine, ou alors il est mangé par un prédateur plus gros que lui. Eh bien, nous sommes en fin de compte au bout de la chaîne, mais nous nous y sommes installés au bout de la chaîne. Nous sommes vraiment le prédateur géant de la rivière. Salut Aurélien, salut Clément. Au revoir.